L'épopée de Gilgamesh qui est, connue pour être potentiellement la première œuvre de science-fiction. C'est une question débattue, mais on voit que un récit qui mélange, réalisme, légende ou exploration des possibilités. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helveti Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et bienvenue dans l'épisode 3 de Rendez-vous. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une personne importante pour le Centre de compétences espace de l'armée suisse, l'officier spécialiste lieutenant-colonel Jean-Noël Pittet. Bonjour Jean-Noël. Bien le bonjour, Jonathan. Je suis heureux de partager, ces instants, avec toi, De de même. contribuer, à ce travail. Le thème aujourd'hui est particulièrement intéressant. Il permet de faire le lien entre, la vie civile que l'on connaît tous et le domaine, des technologies spatiales. Exactement. Alors, on va mettre un peu de background en termes purement techniques en fait. Donc Jean-Noël est physicien de formation, donc rien n'échappera à son œil dans tout ce qui est incorrect dans la science-fiction, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et moi-même, vous commencez à me connaître, je suis ingénieur électronicien dans le domaine du spatial. Alors, vous l'avez entendu, Jean-Noël et moi, nous nous tutoyons puisque nous sommes non seulement collègues, mais aussi camarades à l'armée. Alors, vous avez vu dans le titre, on va discuter de la science-fiction, on va parler un petit peu de est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste, et on va mettre ça en perspective. On va pas approcher la chose comme beaucoup de contenus le font, en prenant un film ou une séquence de films et en les critiquant les uns après les autres. On va y aller par thème. Alors, vous pouvez regarder dans les chapitres du podcast ou de la vidéo, il y a les différents thèmes et je vous invite évidemment à tous les écouter, mais si vraiment, il y en a un que vous voulez écouter avant les autres, vous pouvez sans autre cliquer. Mais avant toute chose, mettons un peu de contexte sur la science-fiction. Jean-Noël, tu nous as préparé un historique qui remonte très, très loin. Absolument, et juste après le Big Bang, quelques années après, on va commencer notre voyage en Antiquité. En Antiquité où, une œuvre est restée raisonnable, l'épopée de Gilgamesh, qui est, connue pour être potentiellement la première œuvre de science-fiction. C'est une question débattue, mais on voit que un récit qui mélange, réalisme, légende ou exploration des possibilités, n'est pas encore un style tout à fait établi. N'est pas encore un style établi du tout, et donc on place la base de la science-fiction à cet endroit-là, à cet endroit-là. Si on se projette dans le futur, en 160 après Jésus-Christ, quelque part en Grèce ancienne, on a Lucien de Samosal qui crée, un récit d'un homme emporté par une tempête et qui va explorer la Lune, et il est connu pour être le premier récit de voyage, dans l'espace. Bien entendu, la technique est pas tout à fait juste. On est quand même dans une dimension, heu, un peu fantaisiste, et en fait le style va se développer. On peut noter en 1657, Cyrano de Bergerac qui va explorer, la Lune et ses occupants, puis, quelques années après le Soleil. En 1835, du côté, américain, on a Edgar Allan Poe qui a un récit, encore un peu plus développé avec, des explorations, eux aussi, de la Lune. Et pour nous francophones, une date, bien importante, 1865, où Jules Verne nous emmène de la Terre, à la Lune avec, des idées techniques, encore plus affinées, où on a en fait des anciens, militaires après la guerre, de Sécession, qui utilisent de l'artillerie très grande, et les moyens, militaires, les moyens d'une nation
puis des moyens internationaux pour faire une collaboration, pour envoyer un obus, habité, sur la Lune. Alors certes, la technique n'est pas juste, mais on voit le début de l'humanité derrière le voyage, spatial. Dans les années 1900-1902, on a, d'un côté, en France, Georges Méliès qui, va illustrer, donc on a vraiment les premiers films qui illustrent le voyage, dans la Lune, et qui va faire, référence pour la suite. Et en parallèle, du côté technique, on a Tsiolkovsky, en Russie actuelle, qui développe la théorie derrière les fusées. Non seulement il va développer le côté technique, mais dans les années 1920, il va aussi faire plusieurs œuvres, exploratoires ou de science-fiction qui va imaginer d'utiliser cette technique pour explorer le système spatial, puis l'univers en entier par l'humanité, dans son ensemble. S'ensuit une phase à la fois d'exploration cinématographique et de développement des techniques, avec un destin, une historique assez mêlée. Notons par exemple en 1929 Die Frau im Mond, film allemand qui a la particularité en fait d'introduire la notion de compte à rebours, avant un lancement qui bien entendu sera repris, en réalité par la plupart des missions. Hem donc, développement, conjoint des techniques et de la cinématographique, qui nous amène à une dernière étape en 1968. Film et livre, de Kubrick et de Clarke, 2001: A Space Odyssey, qui mêle en fait l'exploration spatiale, avec un réalisme vraiment précis. On voit le silence dans l'espace, on voit les vaisseaux spatiaux, les illuminations qui sont justes. Et qui vont vraiment, être la référence pour la suite. Et donc il mêle ce côté technique, mais aussi, un côté assez avant-gardiste qui aujourd'hui, va faire écho, où on a l'intelligence artificielle qui a une place centrale, dans cette œuvre et on voit que si pour la partie spatiale, elle fait référence, même si c'est un peu lointain, la partie l'intelligence artificielle risque d'être encore, revenir en tête de bien des personnes, ces prochaines années. Voilà la fin de notre voyage dans le temps. Merci beaucoup, Jean-Noël. Alors, fort de ce contexte, on va commencer la discussion sur le premier thème qui sera l'accès à l'espace. Donc, à quel point les films sont réalistes, en parlant de la facilité pour quitter la contrainte gravitationnelle de la Terre, que ce soit pour le voyage interstellaire ou juste pour s'y élever un tout petit peu dans le champ gravitationnel, histoire d'être en orbite et pas juste à la surface de la Terre. Alors, j'ai envie de commencer très fort avec un film plutôt, des trilogies, certaines que l'on gardera ou pas en fonction des préférences, qui, ont une vision très simplifiée de l'accès à l'espace, c'est-à-dire Star Wars. Donc vous voyez tous dans Star Wars, eh bien, ils montent dans un vaisseau qui est posé, ils décollent et le plan d'après, ils sont dans l'espace. Alors, Jean-Noël, qu'est-ce qui va pas avec ça? C'est une excellente question. Alors, l'œuvre se consomme naturellement avec beaucoup de plaisir. Ils ont des technologies qu'on ne comprend pas. Mettons ce doute, mais pour nous, en fait, effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens. Hem, Si on quitte la planète Terre, il faut, accumuler un total de changement de vitesse de l'ordre de 10 kilomètres par seconde. 10 kilomètres par seconde, c'est beaucoup, même quand on prend une fusée, un seul étage de fusée, Mmh. on n'y arrive pas. Pour donner un ordre de grandeur, avec du kérosène, de l'hydrogène liquide, donc que ce soit les fusées de SpaceX ou les fusées européennes, on va dire à peu près toutes les fusées, qu'on va développer dans l'humanité, on arrive par étage à avoir environ 5-6, si vraiment on pousse aux limites, kilomètres par seconde, de delta. On voit c'est pas suffisant pour atteindre les 10, on est obligé de les cumuler, donc mettre une fusée sur une fusée, l'étagement et donc on voit que c'est compliqué et qu'un vaisseau ne peut pas atterrir, repartir avec le même plein. Il en faut une superposition, pour cela. Donc on arrive en fait à au fameux problème de la rocket equation, hein, c'est-à-dire que, eh bien, comme on se propulse en éjectant une masse dans la direction opposée de celle où on veut se propulser, il nous faut une certaine masse de départ que nous allons éjecter au fur et à mesure du voyage et cette masse est immense.
Et donc si on prend, typiquement dans Star Wars, il y a des grands vaisseaux qu'on pourrait comparer, hein, typiquement, alors parmi les plus petits vaisseaux de Star Wars, on peut les comparer à un autre plus grand vaisseau ici, Starship. Vous voyez bien qu'il faut quelque chose de la taille d'un immeuble de 76 mètres à peu près, c'est ça? À mettre en dessous de Starship pour le faire monter juste un petit peu, histoire qu'ensuite il puisse poursuivre à se propulser pour se mettre en orbite. Donc on voit bien l'immensité de la chose, ou encore les fusées classiques, hein, Apollo, où il y avait, on regarde la fusée et puis en fait la charge utile au final c'est un tout petit truc au bout de la fusée qui va aller se poser sur la Lune, mais il reste vraiment minuscule comparé à tout le reste, qui en gros consiste purement et simplement à de la masse qui doit être éjectée pour gagner la vitesse suffisante. Donc vraiment, la vision, là où ils rentrent dans leur petit vaisseau puis ils vont dans l'espace, ça ne fonctionne a priori pas, quand bien même ils seraient dans une galaxie très lointaine. Une autre œuvre que tu aimerais peut-être, apporter, Jordan, au sujet de l'accès à l'espace? Alors j'en ai noté plusieurs. Je vais commencer par quelque chose d'extrêmement réaliste, Mmh. le film, Apollo 13. Ah oui. Non seulement réaliste, mais presque un documentaire, et sauf erreur, il mêle des plans réels et Mmh. des plans, de synthèse, en fait. Et pour l'anecdote, il y a certains plans, je pense même de synthèse, qui reprennent des points de vue de caméra réels. Donc on a presque un documentaire. Non seulement dans la perception, dans l'image, mais relativement bien aussi dans la temporalité. Ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça non plus. C'est une chose assez intéressante, le professeur, de dynamique orbitale, à l'EPFL nous expliquait toujours qu'il faut environ 13 minutes pour atteindre l'orbite. En fait, c'est très simple, l'humain les technologies humaines peuvent prendre environ, 5G, maximum, on va dire en moyenne. Pour atteindre les 10 km/s, on fait le calcul, on arrive environ à 13 minutes, plus ou moins, quelques broutilles. 13 minutes, qui est plus court que, en fait, le temps de trajet entre l'université et la gare d'à côté qui est que les 15 minutes. Donc il nous disait toujours, «C'est plus simple, c'est plus rapide d'aller dans l'espace que, jusqu'à la gare la plus proche». Ce qui est vrai en temps, ça se passe relativement, rapidement. Une autre chose dans la perception humaine, pour avoir assisté à des lancements du côté, de l'Agence spatiale, européenne et d'autres, dans les films, on voit vraiment cette explosion de joie au moment du décollage et en fait, c'est une perception qui est un peu vécue différente dans la réalité, où finalement tout le travail de ces gens doit aboutir à la mise en orbite et donc c'est le début du grand stress. Et en fait, si dans les films, on voit cette explosion de joie, au début du lancement, les gens commencent enfin, soit ils travaillent, les gens qui assistent à ça à distance, peut-être avec un apéro, c'est le moment où ils vont, gentiment baisser les conversations et se tourner vers l'écran et c'est vraiment à l'étape finale, la livraison du satellite, de la charge utile en orbite qui vont là, être convaincus et la mission se termine là. Le moment fort, c'est 13 minutes après le lancement. Une 13 autre minutes donc chose qui sont très longues, pour certaines personnes. qui sont très longues et en fait, je pense que, on peut faire référence à un autre film, The Right Stuff, qui lui, expose, l'inverse en fait. On a une phase plutôt, comique et réaliste où on a un astronaute, un des tout premiers astronautes américains en l'occurrence, qui doit attendre sur le pas de tir pendant de longues heures Mmh. avant le lancement et ils n'avaient pas forcément bien prévu, la chose et donc il aura quelques problèmes logistiques. Mais en fait, oui, il y a vraiment beaucoup de préparation pour ces quelques minutes et après, il y a le reste de la mission. Donc la temporalité, l'explosion de joie qui est pas forcément, représentatif dans les films, voilà. Et si je mets juste un peu de contexte, peut-être que les plus jeunes parmi vous n'ont pas vu le film Apollo 13. Alors de un, regardez-le évidemment et pour le contexte, eh bien Apollo 13, c'est un film qui retrace l'histoire vraie, de la mission Apollo 13. Donc évidemment une mission avec Saturn V qui avait pour but d'aller se poser sur la Lune, si je ne me trompe pas en russe. Et il y a eu un problème, un vrai problème, c'est qu'il y a eu une explosion dans des réservoirs d'oxygène. En plein voyage en direction de la Lune, ce qui a posé évidemment un problème, ce qui a mis en péril la vie de l'équipage, mais heureusement, grâce au courage des astronautes, à l'ingéniosité et à l'engagement sans relâche malgré la fatigue des ingénieurs sur Terre et du centre d'opération, ils ont réussi à sauver les astronautes
et à modifier simplement la trajectoire de sorte à simplement faire le enfin simplement, il y a rien de simple dans tout ça, à faire le tour de la Lune et à revenir sur Terre. Donc les astronautes sont revenus vivants et c'est une histoire qui est vraiment, alors vraiment intense. Ça s'est vraiment passé, le film est vraiment formidable et donc évidemment, comme c'est un film qui retrace une histoire réelle, il se veut d'être le plus réaliste possible. Donc vraiment, allez le regarder. Sinon, en termes d'accès à l'espace, alors bon, évidemment, si on nommait les films qui vraiment là parlent d'un futur, complètement lointain avec beaucoup d'hypothèses où là vraiment c'est comme s'il y avait un ascenseur où on a des immenses vaisseaux, ou bien simplement il y a toute une infrastructure qui est déjà dans l'espace, et donc on se concentre peut-être pas trop sur cette phase de quitter la gravité de l'astre local. Néanmoins, on peut quand même peut-être citer encore, Seul sur Mars ou Interstellar ou Gravity, des films dans lesquels, c'est relativement réaliste, je dirais, notamment Interstellar, même si c'est un film aussi de science-fiction qui parle du futur. On a en fait une fusée qui ressemble, à ce qu'on connaît déjà et le reste évidemment des hypothèses de science-fiction et beaucoup plus du côté de la physique. Mais on a un voyage au final qui, mis à part le fait qu'on ne sait pas si les trous de verre existent, pour voyager, à des distances extrêmement lointaines dans l'univers et bien concrètement, il y a même cette phase d'approche en fait de rentrer en orbite autour du trou de verre et cetera. C'est vraiment intéressant, donc c'est assez réaliste. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Noël? Oui, alors dans le film, Interstellar, je pense qu'il y a 2 axes à l'espace. Premièrement, c'est quand il quitte la Terre pour aller, dans l'espace et en fait, c'est une ellipse. On ne le présente pas et j'ai trouvé ça relativement habile de le cacher d'une certaine manière, de pas s'attarder là-dessus. On verra quand même quelques références, à des images, à des patterns connus. En fait, on voit des éléments de fusée qui ressemblent à Saturne V, d'Apollo, quelques images, quelques plans. Encore une fois, je parlais de ces Kepler Oui, c'est vrai. d'Apollo 13 qui évoquent ce lancement, mais on ne devrait pas s'attarder sur ce premier lancement. Mmh. Et ensuite, on a ces superbes vaisseaux spatiaux, qui peuvent tout faire, Oui, qui oui. atterrissent, qui redémarrent. Alors, exactement quelle est la gravité sur ces astres extérieurs? Oui, On laissera le doute, mais on retrouve la même problématique qu'on oui, expliquait avant, exactement. On a un petit vaisseau un peu qui comme va se des poser sur une planète. qui peut tout faire, qui Mmh. descend, et qui Ça, remonte. c'est vrai. Ça, c'est vrai que dans les planètes, subséquentes qui sont explorées, bien, ouais, ces petits vaisseaux qui peuvent tout faire, si on repart sur une planète avec un océan, on on peut partir du principe qu'elle est assez grande, mmh et heu et que forcément ce ne serait pas si simple de quitter cette planète, là comme ça. Très bien, alors j'ai un petit peu débordé, vous l'avez entendu, sur des questions de manœuvre et de voyage avec Interstellar, ce qui nous amène à notre deuxième thème, la dynamique orbitale et les manœuvres dans l'espace ou le voyage interstellaire. Alors commençons tout de suite par citer, quelques mauvais exemples. Alors il y en a un qui est très connu parmi nous il fait partie intégrante d'un cours de l'EPFL que nous connaissons bien sur la mécanique orbitale, c'est Gravity, où nous avons un voyage ou plutôt un changement d'orbite, on va dire une manœuvre qui est complètement impossible, dont on pourra, discuter un peu plus, après, donc qui se fait avec un extincteur. Mais évidemment, nous avons aussi, ben, on peut reparler de Star Wars, ces vaisseaux qui se comportent en fait comme des avions, qui volent dans l'espace comme si on volait sur Terre ou, pour les plus gros d'entre eux, un peu comme la marine. Ils sont là comme ça, ils se déplacent, bam bam bam, tir de canon. Mais par contre, s'ils se font abattre, en fait, ils tombent d'un seul coup en direction de la planète. Donc il y a voilà, il y a alors pour pas être vulgaire, disons qu'il y a rien qui va. Même si c'est absolument magnifique à regarder, ne nous mentons pas. Voilà pour les 2 premiers mauvais exemples qui me viennent, en tête. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur d'autres films que tu connais? Puisque tu as une culture plus grande que la mienne, hein, je précise, parmi tous les films qu'on a passés en revue, c'est pas moi le plus connaisseur, de tout cela. Mais commençons par les mauvais exemples Je alors. m'attendais pas à cet honneur. Effectivement, j'en ai noté, quelques-uns. Armageddon, on a des navettes spatiales qui se comportent comme des F-15. Galactica, Battlestar Galactica, on a aussi une dimension de, non pas de porte-avions, mais une porte-vaisseaux spatiaux avec des chasseurs qui se combattent. Star Wars, on l'a déjà dit, et je trouve intéressant d'abord, en fait, George Lucas qui a consciemment, choisi de ne pas avoir quelque chose de réaliste
en fait, d'aller rechercher les combats, d'aviation de la Deuxième Guerre mondiale Oui, pour retrouver, en fait, ce dynamisme, cette image, ces interactions et se faire aussi, en fait, les combats entre différents oiseaux ah oui, quand on voit les oiseaux, défendre leur nid, contre des rapaces, on retrouve un peu intéressant. ces dynamiques. Voilà pour les mauvais exemples. Je ne sais pas si tu veux parler maintenant de Gravity? Oui et parlons de Gravity, ça c'est donc un film très intéressant. Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, allez le voir aussi, c'est quand même un beau film, c'est vraiment un très chouette film et puis c'est pas toujours qu'on voit George Clooney en astronaute, donc honnêtement, profitez. Donc Gravity, pour donner un synopsis rapide, donc on a une mission, puis du reste c'était c'était très personnel pour, celui qui donnait les cours, puisque c'était autre que Claude Nicollier, le premier astronaute suisse qui a fait des missions sur la navette spatiale. Donc et c'est comme ça que Gravity commence, avec une mission de la navette spatiale pour réparer, excusez-moi, le satellite optique Hubble. Claude Nicollier a fait exactement ça. Et donc drame, il y a une nation qui fait un test, anti-satellite qui montre qu'ils ont un missile et qu'ils peuvent tout casser. Quelque chose qu'on connaissait ça, il me semble, hein, mais bref. Je ne m'en souviens plus. Ouais, effectivement, il y a un nuage de débris, qui apparaît, en orbite, que ce soit il y a un test anti-satellite ou une collision. Les 2 sont finalement, tout à fait Oui, plausibles. exactement. Et donc ce nuage de débris, en fait, arrive à toute allure vers nos astronautes qui étaient en train de réparer Hubble et alors décime une partie de l'équipage et rend la navette évidemment complètement inutilisable, trouée et donc évidemment nos 2 astronautes restants doivent trouver une solution pour survivre et rentrer sur Terre. Et alors on va pas vous spoiler, même si ce film est sorti en 2014, vous auriez pu faire un effort depuis, ça fait plus de 10 ans. Mais en gros, il y a un moment donné où, et bien, une astronaute va essayer de rejoindre la station spatiale chinoise depuis la station spatiale internationale, si je me trompe pas et Juste. pour ce faire, va manœuvrer, donc en étant en sortie extravéhiculaire, donc dans son scaphandre dans l'espace, avec un extincteur et donc on a déjà parlé de grands changements de vitesse qui nécessitent de grands réservoirs avec beaucoup de propergol et Joanna, est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu le contexte, le fait que ces 2 stations, ce sont des orbites différentes, sur des inclinaisons différentes et qu'est-ce que ça implique? Alors, premièrement, si on prend la physique, Mmh. créer un changement de vitesse à l'aide d'un extincteur, oui, ça peut marcher. Et Notamment inverse? d'ailleurs, Ouais. il y a plusieurs vaisseaux spatiaux, c'est assez classique, qui ont simplement du gaz sous pression et puis Oui. couvrent une valve. C'est très simple, il y a pas d'explosion. Pas très performant, mais ça permet en tout cas d'éviter certains dangers. Donc la physique, elle est pas complètement bafouée. Ouais. Par contre, on est sur des ordres de grandeur qui, elles, le sont. C'est comme, mettons un film qui dirait: «Et là, on va faire un voyage, on va traverser le continent, on y va à pied au pas de course et on traverse un continent en 20 minutes». Ça n'a pas tout à fait de sens. Mmh. Ça ne brise pas tout à fait l'œuvre. Hem, on a en fait, c'est intéressant, 2 stations spatiales, qui sont réelles, l'ISS Mmh. qui est incliné en fait de manière à pouvoir passer, au-dessus des latitudes, de Moscou, pour différentes questions, internationales, c'était important. Donc non seulement, la Floride où sont les bases de lancement américaines, les bases de lancement, européennes, en particulier à Kourou, voire à l'international au Japon, mais pouvoir couvrir en fait, les angles et les communications, donc couvrir, Moscou. La station non internationale, la station chinoise, elle, est donc, choisie pour optimiser, le lancement et donc n'a besoin de couvrir que la Chine et donc on a des changements des inclinaisons complètement différentes. Les inclinaisons donc c'est l'angle que le plan orbital a avec, l'équateur, de la Terre. Hem Si on voudrait avoir un sentiment, une émotion de ce que ça représente de changer de plan orbital, ça consisterait presque à se dire: «On s'arrête, on vient perdre nos 10 km/s, on se retrouve à zéro et on vient les recréer dans une autre direction». Mmh. Naturellement, c'est pas
autant que ça, mais on parle de changements de kilomètres par seconde. Mmh. Un extincteur, soyons optimistes, ça peut peut-être produire, 20 mètres par seconde de différence de vitesse. Il nous manque, bien quelques kilomètres par seconde, heu, pour le faire. Donc voilà, là où Gravity n'est vraiment, pas réaliste. Je pense qu'avec tout ce qui est Star Wars, on a couvert la chose. Je Heu, pense que le pire dans ce film, oui. c'est quelque chose d'un peu différent. C'est le moment où, on a un des 2 astronautes Ah oui. qui ne tient plus qu'à un fil, plus qu'à un câble, et alors que quand on est en orbite, quand on est en apesanteur, les choses ont leur vitesse initiale et continuent sur leur trajectoire. Mmh. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a pas ou peu de tension dans un câble, et donc il y a pas un objet, il y a pas un corps, une personne qui va tomber, et Mmh. donc là, c'est bien dramatique, il tient plus qu'au fil, et le fil, enfin je vous laisserai regarder le film si c'est pas fait. Alors qu'en fait, il y a personne qui va tomber. Cette scène n'est pas compréhensible pour quelqu'un qui a appris la dynamique orbitale. C'est d'une fois que l'autre, c'est juste, une exagération. C'est ça, du fait que le câble est en tension, théoriquement, l'inertie, n'est plus là. Alors que là, en lâchant le câble, tout d'un coup, l'inertie est toujours là et même le câble le fil se comporte un peu comme un ressort pour ce qui est de l'autre astronaute, ce qui est assez curieux. Mais bon, pour les besoins du scénario et du drama, évidemment, c'était absolument, nécessaire. Très bien, alors, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a donc déjà parlé d'Interstellar pour ce qui est des manœuvres assez réalistes, de la mise en orbite. Mmh, est-ce que, Journal, un film te vient en tête, justement par rapport on va dire, à l'entrée dans une sphère d'influence, à la mise en orbite, hem, à la facilité, disons, de voyager d'un astre à l'autre? Alors, c'est une chose qui, je pense, est assez ardue à Mmh. représenter, dans le spatial. Hem, je vais peut-être retourner dans mon voyage, dans le temps. Si on prend l'œuvre de Jules Verne, en Mmh. fait, avant même donc toutes les théories qui viennent, avec, Jules Verne a hypotisé, a fait l'hypothèse qu'il y avait un point, quelque part au milieu du voyage, Mmh. où les gravités, de la Terre et de la Lune allaient, exactement, s'annuler, et donc à la fois, il y a une espèce de faute théorique dans le sens Mmh. que dès qu'on est sur une trajectoire de chute libre, on est en apesanteur, on va voir les astronautes voler, et donc ceci n'a pas été, compris, anticipé. C'est pas grave dans cette heure. Par contre, la définition même de la sphère d'influence, donc Oui. à quel moment, la gravité d'un astre prend un autre, domine, est exactement juste dans cette œuvre de Jules Verne. Dans Apollo 13, naturellement, on voit ces belles trajectoires Mmh. sans qu'elles soient parfaitement, expliquées, mais, elles ont en tout cas l'avantage de ne pas être fausses. Hem, il y a une œuvre qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est celle, The Expanse, où, si on la raconte brièvement, on a différentes, factions de l'humanité, qui sont dans le système solaire, heu, avec des enjeux politiques, et il est tout à fait possible qu'il y ait un tournant, militaire qui prenne le dessus. Peu importe, dans ce film, en fait, il expose relativement bien la lenteur des opérations. Mmh. Heu, si on prend l'orbite de la Terre autour du Soleil, elle est de l'ordre d'une année par définition. Hem et donc c'est à ce rythme-là que les déplacements vont se faire. Si on veut voyager vers l'extérieur du système solaire, ça va prendre encore plus de temps. On va gentiment approcher d'une décennie. On peut prendre certains raccourcis, mais pas de voyage instantané avec les technologies, dont on est sûr qu'elles fonctionnent. L'hyperdrive, tout ça. Même s'ils font un petit tour de passe-passe dans The Expanse pour avoir, les moteurs, soudainement plus efficients qu'actuels, ils gardent cette dynamique orbitale avec des trajectoires qui s'engagent et qui vont durer longtemps, Mmh. et qui seulement après, une longue période vont être tangents et vont permettre des rendez-vous. Magnifique, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la dynamique orbitale,
et des manœuvres et puis, Je je tu veux je ajouter pense quelque que je vais chose? arriver avec un petit coup de cœur. Allons-y, c'est important. On a parlé d'œuvres à la fois qui, bafouaient complètement la dynamique Mmh mh. orbitale et tant mieux pour le drama de l'œuvre ou de celles qui essayaient de le respecter avec Mmh. plus ou moins de réalisme. Hem, il y a un film russe de 2017, Salyut Mmh. 7 en français, qui, qui a pris un parti, j'ai envie de dire entre 2, Mmh. qui à la fois arrive placer du drama, arrive placer, de l'héroïsme, quelque peu exagéré, mais sur des manœuvres qui sont néanmoins, issues de la réalité et Mmh. donc on est à mi-chemin entre, quelque chose d'un peu fantaisiste et quelque chose qui malgré tout s'accroche dans une réalité avec un tout qui est pas inintéressant, au final. Très intéressant. Non, j'ai pas vu ce film, mais je pense que je devrais, me rattraper. Est-ce que tu peux répéter le nom du film, aussi? Salyut 7. Salut, Il s'agit donc d'une mission, d'une des premières stations spatiales Mmh. russes qui n'a pas fonctionné comme il Comme devait prévu. et donc on peut le retrouver et il est souvent expliqué comme, c'est, un Apollo 13 Mmh. en tant que film, russe. Donc là aussi, ça parle, j'imagine bien, de survivabilité. Est-ce que c'est donc les Salyut, hein, c'était ces modules pseudo-stations, c'était vraiment le début de la discipline qui était là avant la station Mir et qui sont évidemment encore, l'ancêtre, de la station spatiale, internationale et donc il me semble me souvenir qu'il y avait eu des gros problèmes justement avec les systèmes pour la vie humaine dans ces modules, notamment avec l'humidité, les choses comme ça, la chaleur, c'était presque intenable. Est-ce que c'est de ça que ça parle ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Hem, ce qui est mis en valeur dans ce film, c'est des problèmes relativement plus techniques. Mmh mh. Avec des morceaux de métal qui sont pas pliés, de la manière dont ils devaient. Dans le film, on voit qu'ils vont, s'attaquer à redresser ce morceau de métal à grands coups de maillet, Mmh. ce qui n'est pas tout à fait faux, même si ça a été, exagéré pour le Mmh. pour le drama du film. Hem Effectivement, c'est des modules qui ouvrent la voie, aux stations spatiales modernes. C'était des stations d'un seul module Mmh. qui ensuite venaient, se connecter avec, les vaisseaux spatiaux, Soyouz. Et donc c'est une technologie qui fonctionne toujours aujourd'hui, les vaisseaux des modules d'un assemblage qui peuvent être, autonomes, en cas de besoin. Il y a un autre parti pris très intéressant dans ce Mmh. film. Où en fait les relations humaines sont un peu plus, stylisées, sont un peu Ouais. plus, symboliques, dans le sens que l'entier de la team, au sol du centre de contrôle est Mmh. représenté par une ou 2 personnes. Ils sont vraiment une personnalification de une et cette équipe. La même chose pour la sphère, politique et Ouais. administrative qui a un parti pris différent de films, plus réalistes comme Apollo 13 où on Mmh. voit vraiment tout le travail au sol et pas seulement, en orbite de ces équipes, Ouais, tout à fait. spécialistes. C'est vrai qu'il y a un côté, profondément humain à l'exploration spatiale, au fait qu'il y a un risque immense qui est pris et que pour que quelqu'un soit en train de voler dans un petit module dans l'espace, c'est des centaines de personnes qui travaillent d'arrache-pied, que ce soit avant, pendant et même après. Excellent et je pense que le fait d'avoir parlé de ce film va nous permettre de faire la transition vers le thème suivant, qui est l'environnement, hein, donc que ce soit la survivabilité ou à quel point est-ce que la vie en gravité zéro est réellement reproduite. Ou alors encore les autres dangers de l'environnement spatial. Par exemple, peut-être que dans certains films, on qui parleraient de voyages à très long terme, que ce soit sur des planètes ou dans l'espace, ne prendraient pas en compte, par exemple, les radiations, heu, la protection face aux radiations, les mesures à prendre ou des choses comme ça. Comme on parle d'environnement et de survivabilité, et je propose qu'on parle un peu de Seul sur Mars. Un film, qui se déroule principalement sur Mars. Je vous encourage aussi à aller le voir, il est excellent et donc,
Dans ce film, le protagoniste, on va essayer de pas faire de spoiler, mais se retrouve donc est en mission sur Mars avec toute une équipe. Les humains vont sur Mars, ça se passe bien. C'est bon, Elon Musk a a réussi sa mission. Ils ont un vaisseau qui est pas tout à fait de la même échelle de Starship, mais qui leur permet de se poser et de repartir sur Mars. Mais voilà, évidemment, ce ne serait pas un film s'il n'y avait pas des péripéties et donc quelque chose se passe mal et il s'agit donc maintenant de survivre et de redécoller pour revenir sur Terre. Alors, Jordan, au niveau, environnement, sur une autre planète, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors, avant toute chose, j'aimerais préciser que je suis pas, spécialiste, du vol habité. Je suis là finalement, plus en passionné, en amateur, qu'en spécialiste. Hem, Moi aussi j'ai apprécié, cette œuvre. Elle m'a semblé, relativement réaliste. Naturellement, dans un film, on peut pas faire tenir, une longue durée, Mmh. de survie. On trouve beaucoup de bricolage, d'adaptation, d'adap de de tour de force pour s'en sortir, techniquement. Avant de parler de la technique spatiale, hem j'aimerais parler finalement, de l'humanité. Il y a dans notre histoire collective plusieurs naufrages en Mmh. particulier, avec des vaisseaux maritimes ceux-ci, que ça soit sur des îles, que ça soit aussi, au pôle sud et on peut voir toute l'inventivité, toute la volonté de survie en Ouais, fait, ouais, ouais. d'hommes, de d'êtres humains. Pour s'adapter et de faire l'inimaginable Mmh. et permettre la survie. Même si, techniquement, en tant qu'ingénieur, pour moi, si on est au-delà les limites, il y a plus rien. De ce côté-là, je trouve, intéressant de voir cette volonté de survie, transposée sur Mars, Ouais, alors qu'en fait, elle existe déjà sur Terre. On n'a pas besoin c'est d'aller clair. sur Mars pour la voir. Tout à fait. C'est aussi la beauté du film, je pense, qui met en avant le la volonté de survie, l'héroïsme de l'être humain, qu'il soit en Antarctique, ou sur Mars. Absolument. Dans le film, par contre, en tant qu'ingénieur, Mmh. hem, pour moi, la grande différence Mmh. avec, une vraie mission, c'est que il trouve des solutions, il bricole des choses, Mmh. mais finalement, il y a toujours très, très, très peu de marge et Ouais, pour moi, c'est le détail c'est vrai. qui reste finalement crédible en cas de survie, mais c'est cette marge, en fait, l'absence de marge qui fait que n'importe quel incident sera fatal et hem C'est vrai. et là, finalement, il a quand même besoin d'énormément de chance, Mmh. alors que si on regarde dans ces eaux, dans ces histoires de naufrage, on voit qu'ils sont obligés de se créer une marge, vu que l'environnement est rugueux, vu que Ouais, tout à l'environnement, fait. est agressif et qu'il faut faire face à l'impondérable de toute manière. Alors non seulement, oui, ils doivent se créer une marge, mais c'est vrai qu'en parlant de marge, eh bien, aussi pour les ingénieurs, eh ben, il y a beaucoup de marges qui sont prises déjà bien à l'avance lors de la conception des systèmes, des vaisseaux et de la mission, de comment est-ce que la mission sera faite. De comment est-ce qu'elle va se dérouler, des checklists et des planifications prévisionnelles, comme on aime bien dire à l'armée, les différents scénarios qui peuvent se produire et on a déjà planifié comment réagir en cas de catastrophe et donc évidemment, l'idée est de prendre le plus de marge possible, de sorte à ce que la catastrophe n'arrive pas et quand bien même elle arriverait, eh bien, il resterait de la marge dans la catastrophe, de sorte à donner de la liberté de manœuvre aux personnes qui sont en train de subir cette catastrophe et de risquer leur peau et donc c'est vrai que souvent dans ces films, ça nous donne un peu cette impression oui, un peu d'improvisation ou bien de: «Je me fais un plan vite fait dans la tête et j'y vais», alors qu'en réalité les choses sont extrêmement bien planifiées ou plutôt disons qu'il y a un genre d'arbre de décision puisqu'évidemment on ne peut pas tout planifier, mais il y a des domaines, il y a des choses, disons que même le pire généralement est envisagé en amont d'une mission spatiale et donc on voit ça évidemment très bien dans l'aviation, que ce soit l'aviation militaire ou civile, même quand les choses se passent très mal, les pilotes sont formés pour ça
et donc ont des procédures de sorte à sortir, à survivre, même de certaines situations extrêmement critiques, et il en va de même pour les astronautes, et donc c'est vrai que ces films, bah, évidemment, pour nous donner ce côté héroïque et voilà, heu, seul sur Mars, hein, comme l'indique le titre, il est tout seul, il doit gérer comme un grand. Il y a ce petit côté, voilà, c'est moi et moi seul, mais c'est vrai qu'en réalité, il y a un côté planification, un côté, mesure, préventive qui est absolument immense dans le cadre des missions spatiales, même celles qui ne sont pas habitées. Effectivement, quand on fait de la conception de mission, on se veut de la conception de satellites, hem, on prend en compte deux choses qui sont souvent, confondues dans le langage. Si on prend par exemple la dimension d'un réservoir d'ergols, Mmh. d'une partie, on a de la marge. On va garder de la marge en disant: «Bah, voilà, j'ai besoin», on disait avant de 10 mètres par seconde, Mmh. 100 mètres par seconde. Mais peut-être que, le moteur va pas fonctionner aussi bien qu'on avait prévu. Peut-être qu'il va y avoir certains écarts, certaines corrections. Donc on va garder 5, 10, 20 pour si jamais, la technique se passe pas aussi bien Mmh. que parfaitement. Ouais. Ouais, et donc la marge, c'est les petites erreurs dans le calcul, et puis on va garder une réserve. Mmh mh. La réserve, c'est, si jamais il y a un changement de mission, si jamais il y a un vrai problème, d'avoir une possibilité de faire une manœuvre supplémentaire qui est Mmh. pas planifiée, Mmh. et donc la marge et la réserve qui sont utilisées, un peu dans tous les dimensionnements. Bien entendu, tout ce qu'on garde qui sera pas utilisé, ça va diminuer aussi la planification de la mission. Donc Ouais, ouais. c'est tout cet équilibre à trouver, c'est la partie compliquée finalement dans cette conception. Si donc nous parlons maintenant de la journée type, dans un vaisseau, dans une mission spatiale, de la gestion par exemple évidemment des rejets, des débris dans l'espace parce que, oui sur Terre ici on jette les choses à la poubelle et puis ça va être brûlé quelque part, mais c'est peut-être pas si simple dans l'espace. Effectivement, donc le simple fait d'être dans l'espace, Mmh. c'est compliqué, avant même qu'il y ait des problèmes. Le film Gravity, on en a déjà parlé, Ouais. l'expose, la problématique des débris spatiaux. Hem, 2 choses qui sont qui sont faites pour le drama du film. La première, même s'ils voyagent rapidement, on les voit, les débris, et on voit le nuage, et en fait, les vitesses spatiales font que si on a une collision frontale, Mmh mh. on voyage à de l'ordre de 16 km/s. Mmh. En orbite basse, 16 km/s, C'est monumental. je pense pas qu'on C'est puisse voir ouais. quoi que ce soit, même dans le Mais vide moi, spatial. je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue. Je m'imaginais, imagine un astronaute comme ça qui flotte dans l'espace, qui regarde la Terre, c'est magnifique et puis il y a un camion, pourquoi pas, qui est sur une orbite complètement opposée à lui, qui va lui passer juste à côté à 1 mètre d'écart, à justement 15-16 km/s et je me dis: «Il y a pas d'air». Le camion, il fait mettons une dizaine de mètres, camion standard, un bon tonnage, il est grand. Il va lui passer devant en une fraction de seconde. J'avais calculé le temps qu'il fallait pour que ces 10 mètres, la taille du camion s'écoule et respectivement que, si les 400 millisecondes qui est un peu la fréquence de rafraîchissement, je dirais, de la conscience humaine pour se rendre compte de quelque chose, où est-ce qu'il est 400 millisecondes avant? Bah, c'est à peu près une demi-seconde, il est à peu près à 7 kilomètres. Et puis 400 millisecondes après, il est 1 mètre devant nous, devant notre nez et puis 400 millisecondes plus tard, il est 7 kilomètres plus loin. 7 kilomètres, hein, si on court, hein, ça prend 45 minutes quand même en jogging. Donc c'est immense et je me suis dit: «Mais en fait, on ne verrait rien. Il y aura peut-être un flash si le camion est blanc, le soleil le réfléchit pendant une fraction de seconde. Mais en fait, un astronaute serait passé à 1 mètre de l'apocalypse totale, d'une fin absolument brutale, qui est de se faire rentrer dedans par un camion à 16 kilomètres par seconde. Et il n'aurait rien vu, ne s'est rendu compte de rien, même pas senti un souffle, puisqu'il n'y a pas d'air. Et je trouvais cette expérience de pensée absolument fascinante. Je sais pas pour toi. Absolument, et c'est bien une difficulté dans un film où Oui. on utilise finalement les perceptions humaines, Mhm. principalement comme la vision et le son, pour,
c'est un peu difficile de faire autre chose, dans un Tout à saut. fait. Heu, pour donner cette impression-là, naturellement, il faut le représenter et ça gêne pas, ça me Mmh. gêne pas à l'explication, au film, mais effectivement, la perception de l'environnement est difficile. Les récits d'astronautes dans l'ISS, en fait, Mmh mh. nous parlent d'autre chose, nous parlent finalement, du son Mmh mh. et du toucher. Le, le son, il y a un blindage en fait autour de l'ISS. Le blindage, ce n'est pas, une couche de métal je sais pas, 10 centimètres Mmh. d'acier. Il s'agit de 2 tôles, 2 Mmh feuilles, mh. écartées d'environ 10 centimètres. Mmh. Pourquoi? À 16 km/s, en fait, on a, des vitesses qui sont plus rapides que Mmh. la vitesse du son dans le métal. Mmh. C'est-à-dire que l'onde de choc va se propager beaucoup plus vite que naturellement et donc il va liquéfier, il va désintégrer Mmh. le métal. C'est ça qui est extrêmement destructif. Par contre, si on a un éclat de peinture, on a un grain de sable qui arrive à 16 km/s, qui a une énergie suffisante pour faire un gros trou dans une tôle déjà de 5 centimètres. Mmh. Mais s'il se prend la première tôle et il est désintégré, ça va créer un nuage, Mmh. heu, de métal ou de matériaux, liquéfiés qui va ensuite s'appuyer, se répartir sur la deuxième couche qui va accuser le coup, qui va se Mmh. déformer, mais qui va maintenir, l'étanchéité, du vaisseau. Ah bah. Donc en fonction de la taille des objets, percutants, Mmh mh. ils vont soit, être arrêtés s'ils sont suffisamment petits par la première couche ou la deuxième, et donc ils ont différents sons qu'ils ont l'habitude, d'entendre et qui va se dire: «Ah c'était un ping, c'était un bang et donc c'était un mébris, de cette taille-là qui a été arrêté par le premier et le deuxième». Je crois que s'ils l'entendent, ça veut dire qu'ils sont toujours, en vie et donc Oui, c'est plutôt bon signe, c'est que un ça bon marche. signe. Le 2e chose, je parlais du toucher en fait, ces mêmes débris, cet même, environnement va être assez abrasif, sur les différents, parties exposées du vaisseau. En particulier, il y a ces rails, ces espèces de mains courantes Mmh où mh. les astronautes prennent appui, se tiennent, et il est connu, ben, que certaines ont eu des impacts et donc sont devenues tranchants. Donc on parle de celles qui sont à l'extérieur pour les sorties extravéhiculaires, hein? Juste, ouais, et donc avec leur scaphandre, Mmh mh. s'ils mettent la main dessus et se coupent le gant, ça va créer un problème. Mmh mh. C'est un problème qui s'est déjà passé d'une manière ou d'une autre d'avoir un gant, coupé, et contrairement au film, en fait la peau va se coller contre le trou. Mmh mh. Il va y avoir quelques pertes, ça va pas créer, une propulsion, Ouais. immense, et donc il y aura un petit peu de peau, quelques millimètres carrés qui peuvent être exposés au vide, Yes. et la différence de pression est certes, a priori pas trop agréable, mais n'est Mmh mh. pas, n'est Ça pas reste mortelle. standard au final. Bah, c'est vrai, parlons-en, il y a certaines représentations, alors bon, évidemment, on n'a pas fait de la médecine, on n'est pas forcément, dans tout ce qui est physiologie, mais c'est vrai qu'il y a des représentations des fois où les humains, s'ils se retrouvent exposés au vide, ils explosent parce que les poumons en fait, remplis d'air, n'auraient plus la pression atmosphérique sur eux et se retrouveraient, à devenir à s'étendre et puis à faire exploser la cage thoracique et ça finirait dans un genre de une explosion de sang dans l'espace. Mais il me semble, de nouveau avec des grosses pincettes, que c'est faux, alors que bon, ça reste pas idéal, on va dire, d'être exposé au vide, mais justement, ça reste une fois la pression atmosphérique et pas plus, puisqu'on peut pas descendre plus bas. Le vide, c'est le vide, et donc j'imagine bien que la cage thoracique, s'étendrait un petit peu, qu'il y aurait beaucoup d'autres problèmes évidemment, qu'il faudrait traiter si on se retrouve exposé au vide, mais qu'on n'exploserait pas. Quel est ton avis là-dessus, hein, là? Alors encore une fois, comme tu as bien mentionné, je suis pas médecin. De ce que j'ai pu, apprendre, découvrir, c'est que premièrement, on a une relativement bonne idée de ce que ça peut être l'exposition au vide ou au changement en fait, Mmh mh. de pression.
De par d'autres expériences, les personnes qui font des plongées ou Oui, qui peuvent justement. avoir des accidents de décompression. Mmh. Hem et donc une partie du problème serait un accident de décompression heu, qui aura des impacts sur le sang, la Mmh. teneur des pressions partielles des gaz dans le sang et Mmh. qui, sont vraiment dommageables pour un être humain, heu, mais qui ne tuent pas instantanément. Oui, tu as raison. Hem, Donc si je mets peut-être un peu de contexte pour nos auditeurs, hein, quand on fait de la plongée, on va évidemment être exposé à une grande pression à cause de l'eau. Et donc si on descend déjà en dessous de 10 mètres, on a déjà fait ce delta de une fois la pression atmosphérique, mais évidemment on peut descendre bien plus profond et donc se prendre des pressions qui sont bien plus grandes et évidemment quand on prend un liquide, dans lequel un gaz est dilué qu'on compresse, eh bien le gaz dilué va se liquéfier. Tu me dis si je me trompe, toi qui es physicien et moi je suis qu'ingénieur. Et donc mais quand on enlève la pression, le gaz qui est liquéfié, la pression donc de la pression de comment on dit? De vapeur, ça va changer et donc va se reliquéfier à l'intérieur du liquide et faire des bulles et vous vous doutez bien que si vous avez des bulles dans le sang, ça se passe mal. C'est pour ça que quand les plongeurs vont en profondeur, ils remontent par paliers pour éviter entre autres ce genre de problème et que s'ils font vraiment des plongées très profondes, ils resteront après quelque temps dans une chambre de compression pour adapter leur organisme. voilà, c'est exact. Le l'expérience que tout le monde peut avoir, c'est l'ouverture d'un soda, gazeux, qui est contenu, parfois à plusieurs bars, Mmh. dans la bouteille et se dire qu'on a un liquide avec du gaz qui est Mmh. dedans et au moment où on va descendre d'un coup La la pression. pression, ce gaz qui était dissous dans le liquide Mmh. va d'un coup, comme tu l'as dit, former des bulles Ouais. rendre la se re et remonter en fait dans la bouteille. Donc oui, la décompression, certes. Un autre problème, cette fois, ce n'est pas seulement un changement de pression, mais l'absence de pression. Si on est Mmh. exposé, c'est-à-dire que les liquides, en particulier l'eau va se mettre à bouillir. C'est Oui, une oui, autre oui. Petit un souci. autre aspect. Heu, bien entendu, en fonction de ce qu'on a dans les poumons, ce qu'on Mmh. voudra sortir, ce qu'on a d'autres gaz à d'autres endroits du corps Ça en doit sortir aussi. aussi, ce qui est un problème, connu et étudié. Hem, au niveau des yeux, ça risque Oui, de mal se tous les passer. liquides qui sont en surface, peut-être même dans les capillaires éventuellement, ça peut, Voilà. mal se passer. Bah, malgré tout, dans certaines œuvres de science-fiction, on les voit, briller et même brûler ou se Mmh. congeler instantanément. Oui, ça c'est un autre point que je voulais aborder justement, l'échange Il y a thermique. des échanges techniques. Alors, premièrement, l'espace, Mmh. si on prend l'espace comme étant un vide absolu, Mmh. l'absence de matière fait qu'il n'y a pas de température. Oui. Donc il va pas y avoir de transmission de température par contact, Mmh. donc l'espace n'a pas de température, en tout cas dans le sens commun du terme. Hem, par contre, s'il y a pas d'échange au niveau du contact, il peut y avoir des échanges au niveau des radiations. Mmh. Tout corps qui n'est pas au zéro absolu va émettre en fait de la chaleur sous forme de radiation. On sait très bien qu'un radiateur est là pour nous chauffer, grâce au chaud. Hem par radiation et donc si on prend un corps, dans l'espace, Mmh. mettons par exemple la planète Terre, on peut faire le bilan entre la chaleur qui rentre Mmh. sous forme, thermique de la part du solaire, Mmh. la chaleur qui est dedans, qui est dégagée par des processus internes, Mmh. peut-être, le magma à l'interne Mmh. et la chaleur qui est radiée, parce qu'il y a une certaine température et qui s'échappe et donc on atteint une pression, excusez-moi, une température, Mmh. d'équilibre. Les vaisseaux spatiaux sont soumis aux mêmes contraintes et donc en fonction de l'éclairage, leur distance avec le soleil, si on fait de l'exploration spatiale, il y a des choses qui doivent être trouvées Mmh. pour avoir un équilibre dans le domaine du possible. Si on va aux confins du système solaire, il faudra lutter pour pas être trop froid, pour que Mmh. l'électronique survive. Si on va être exposé, particulièrement au soleil, Mmh. il faudra trouver des radiateurs pour pouvoir évacuer le surplus de chaleur. La station spatiale, on voit ces gros panneaux solaires Mmh.
et perpendiculairement, on a des radiateurs qui sont là pour Oui. évacuer la chaleur sous forme de radiation. Si on prend un astronaute dans Mmh. son scaphandre, en fait, on a le même problème avec, le problème qui est mis encore on dit, en exergue, c'est que le corps étant relativement petit et Mmh. l'inertie technique n'est pas grande, donc il Mmh. va changer rapidement de température. Surtout qu'un humain, on aime bien réguler la température. En plus cela, les scaphandres sont des mini vaisseaux spatiaux Ouais. qui ont la possibilité en fait avec un système de tuyaux, sur un sous-vêtement spatial Mmh. qui permet de réguler la température, qu'on soit dans une phase jour ou en «éclipse» entre guillemets durant la nuit orbitale, Ouais. pour avoir une température agréable. Mais ce changement, il n'est donc pas instantané, même s'il joue et il est très important dans n'importe quelle mission, sur la durée. On a parlé de la température, on a parlé de la pression, on n'a pas fini de parler de la pression. Hem, Allons-y. il y a quelques années en arrière, je ne sais pas où en est le développement, dans un souci en fait de simplification, technique, il y avait des concepts de scaphandres Mmh. où la tête serait, sous pression, Ouais. serait, avec de l'air, Oui. mais le reste du corps, en fait, ne soit pas en combinaison étanche. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il serait quand même maintenu et comprimé avec une espèce d'armure qui va maintenir le le Un peu corps. comme les wetsuits quand on fait de la plongée, quoi. Vaguement le même concept et en disant, ben, si le reste du corps est Mmh. exposé à une pression inférieure, mais qu'on arrive, heu Ouais, elle est compressée par le textile simplement qui exactement, bah, on peut pourquoi pas. survivre, on peut simplifier en fait Mmh. la technique. J'ai pas vu de nouvelles, de ce Merci. concept. Je pense qu'il a été, abandonné, à défaut de combinaisons Mmh. plus classiques, donc le scaphandre complet. Ouais. Mais on voit que la dangerosité finalement, elle est peut-être plus sournoise que on peut l'imaginer. C'est pas la pression et la température qui dans heu, l'immédiat sont dangereux. J'avais entendu que même dans un vaisseau spatial, Ouais. même quand tout va bien, qu'il fait chaud, la bonne température, Mmh. qu'il y a pas de problème de pression et que nos astronautes, sont en train de dormir, Ouais. heu, les gaz, l'atmosphère Ouais. se comportent différemment. Il y a pas de haut, il y a pas de bas Oui. et donc le brassage des différents gaz se fait pas forcément la même chose. C'est intéressant. La difficulté qu'un astronaute qui expire pendant son sommeil Expire du CO2. expire du CO2, qui risque de créer en fait une bulle et de Ouais. rester autour de lui Et de l'asphyxier. et de l'asphyxier. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dormir à côté de ventilateurs. Donc Ouais. même dormir Ouais, en ouais, ouais. orbite, quand tout va bien, ça peut C'est être potentiellement dangereux. mortel, quoi. Ouais, ouais, comme quoi. Très bien, ouais, des choses qui sont pas du tout abordées, dans les films, même si, bien souvent, si on prend le cas, par exemple, d'Interstellar, ils ont ces genres de jacuzzi avec une enveloppe, où ils peuvent se mettre pour dormir longtemps. Ouais, j'ai très vulgairement décrit la chose, mais voilà, en gros, de la cryogénie ou un truc pour mettre les humains en hibernation, de sorte à ce qu'ils voyagent. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est environnement spatial, survivabilité, zéro gravité. On a creusé évidemment l'aspect, hem, très, très physiologique, hein, température, pression. Donc non, quelqu'un n'explose pas s'il se retrouve tout nu dans l'espace. Il va d'abord, s'étouffer puisqu'il y a pas d'air. C'est sans doute la cause première du décès, je dirais. Et puis après, ben, les liquides de surface vont s'évaporer et il va gentiment se refroidir ou se réchauffer en fonction de s'il est illuminé ou pas par le soleil. Et oui, tu veux ajouter quelque chose? Absolument, j'avais dit qu'il y avait deux 2 problèmes, avec les débris de Gravity. On a parlé de Oui. la perception. Le deuxième, c'est une question de temporalité. Mmh mh. Sauf erreur, quelques minutes, quelques secondes, ce qui est logique dans une œuvre de fiction et ils vont rencontrer ce nuage de débris. Dans la réalité, les débris existent et en fait, c'est une échelle beaucoup, beaucoup plus longue. Mmh. Vu qu'ils sont en orbite, en fonction de l'altitude, ils vont rester des décennies, Mmh. voire Ouais, plus ouais. longtemps
et donc les gros débris, on peut les traquer individuellement. Les petits, même s'ils restent mortels, Mmh. on ne peut pas. Heu, non, en fait, c'est des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, ce qui veut dire qu'on a plus de temps pour réagir. Par contre, tous les astronautes des prochaines décennies Mmh. devront vivre, avec les conséquences des Oui, débris, d'aujourd'hui. Ça aurait dû passer, avec ce ça ne s'annule pas. Mmh. Cette perception au niveau, international et des relations, des coopérations est importante, Oui, et c'est une question de responsabilité tout à entre fait. différents acteurs. Parce que si on rend les orbites, ou quelques orbites inutilisables, c'est le problème de tout le monde. Juste. Très bien. Maintenant que l'environnement est traité, passons à notre, dernier thème. Un thème cette fois qui est plus concret. On parle d'application et de technologie. Donc la technologie, ça peut être par rapport à est-ce que ça peut exister? Est-ce que les œuvres qui, par exemple, prennent comme hypothèse ou essaient d'avoir des hypothèses les moins, on va dire, imaginaires possibles et essaient juste de se situer avec un petit pas supplémentaire au-delà de la technologie d'aujourd'hui et respectivement les applications, eh bien, peut-être qu'on voit certaines choses, certaines technologies, certaines façons de se mouvoir ou d'utiliser de la technologie spatiale dans les films, qui peut-être au final, dans la réalité que nous connaissons aujourd'hui, seraient totalement, inutiles ou au contraire, vivement que nous les ayons à disposition. Alors bon, par quoi commence-t-on? Donc évidemment, les films qui traitent d'histoires les plus réalistes possibles, on peut un peu moins les aborder puisqu'ils se basent vraiment sur ce qui existe. Si je prends Apollo 13 ou Gravity, hem, bon, On a beaucoup critiqué, Gravity oui, jusqu'à présent. oui, oui, Hem, on était un peu dur. on a été un peu dur, c'est C'est un très beau vraiment film, moi j'adore ce film. La scène de la Run elle m'a fait pleurer avec les musiques, hein, je vais être honnête, c'est formidable. Les plans sont magnifiques, donc ne vous dites pas: «Non, c'est du caca». Non, non, c'est magnifique, mais physiquement, c'est faux. Voilà, c'est tout. le film est magnifique, et en fait les vaisseaux spatiaux Mmh. sont, à mes yeux, absolument justes. Oui, mais ils sont vraiment littéralement tirés de la réalité, Ils quoi. sont tirés de la réalité, ils ont probablement été chercher, les plans ou ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Mmh. Tout est très beau, tout est très juste, et non seulement, c'est beau et c'est juste, Mmh. j'ai des confrères qui ont utilisé ces images Oui. pour, entraîner en fait des algorithmes d'intelligence artificielle, Excellent. au point que au point qu'en fait ça peut être des références Mmh. de réalité. On a aussi eu un feedback, d'astronautes qui ont été entraînés sur des simulateurs, et donc ils voient, des fonds noirs avec, des vaisseaux spatiaux dessus Mmh. pour, entraîner, les dockings, et quand ils se retrouvent en orbite, ils se disent: «Mais en fait, les c'est exactement comme dans les Comme dans la simulations». Heu, sur Terre, on est habitué à avoir, la vision qui oui. plus c'est loin, plus c'est flou à cause de l'atmosphère, Oui. et dans l'espace, non, Non. et Ah donc ah, il y a vraiment ouais. un côté des vaisseaux qui est généralement Mmh. très, très illuminé, de l'autre Mmh. côté qui est très, très noir parce Oui. il est dans l'ombre, ce n'est pas exposé par Mmh. la lumière reflétée par la Terre, c'est exactement ce qui est vu, et donc les images de Gravity, si la dynamique orbitale est fausse, les images de Mmh. Gravity sont particulièrement, réalistes. Ouais, magnifique. Donc revenons un peu sur la technologie et les applications. Donc là, ça ouvre quand même peut-être le la porte à d'autres films où là, évidemment, on sait que les hypothèses sont farouches et ce n'est pas le but du film d'être réaliste, mais néanmoins, je propose qu'on ouvre la porte avec un film alors que tu as vu, ou que moi je n'ai pas vu. Honte un peu à ma culture de nouveau, surtout, puisque nous sommes des militaires, du centre de compétences espace, mais du coup, pour ouvrir la porte avec un film qui parle un peu de ça, si nous parlons de Space Force. Ah, Space Force. Space Force, c'est une, série, Netflix Oui. qui, qui retrace ou qui se projette dans la création, de la force spatiale, des États-Unis. Mmh. Pour contexte historique, nous connaissons les différents domaines, militaires. Mmh. On connaît naturellement le domaine terrestre, c'est là où on vit. Le domaine maritime, on comprend bien, les enjeux Mmh. militaires. L'espace aérien, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Oui. Depuis toujours, il existe un espace de l'information Mmh. auquel on peut mener, des opérations.
Naturellement, assez récemment est ouvert l'espace, le domaine cybernétique et heu et qu'on peut compléter avec l'espace électromagnétique. Mais depuis quelques années, naturellement, pour appuyer tous ces autres, domaines, il y a un nouveau domaine qui est celui, de l'espace orbital. Mmh. Les États-Unis ont choisi de de répondre à à cette interprétation avec Mmh. la capacité de se défendre, d'agir, de mener des opérations dans cette sphère, Mmh. d'opération et donc de créer une force. C'est un détail, si on peut dire administratif, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine indépendance et qui les reportent directement à à l'échelon supérieur et donc ils ont cette indépendance des forces spatiales ou des forces terrestres. Ils sont, Donc l'échelon supérieur auparavant étant l'échelon politique quoi, stratégique politique. juste. Hem et donc si dans la vraie vie, ça a été fait il y a quelques années, dans la vie de fiction, dans Netflix, ils en ont fait une série. Mmh. Une série que l'on doit dire qui est, comique voire, grotesque. Les personnages sont, très humains. C'est Mmh. très humain, ils sont, mettons-le, un peu stupides, mais, d'autant plus, attachants et donc ils doivent créer cette force spatiale. On s'attarde pas trop Mmh. sur la technique mais plutôt sur les relations humaines. Une chose qui me semble, cela dit, parfaitement réaliste, c'est, l'organisation qu'on a au sol. On Mmh. a une espèce de ville secrète, ça c'est pas la partie réaliste, mais on a, plein de personnes qui doivent interagir pour pouvoir avoir l'entier des fonctionnalités Mmh. qui soient couvertes. Heu, on a des concierges, on a des problèmes de tuyauterie, il y a des gens qui doivent s'occuper des parkings, des gens Mmh. qui doivent s'occuper de la sécurité, ceux qui s'occupent du ravitaillement et finalement on a une petite partie qui sont des ingénieurs qui travaillent, qui font des Mmh. projets. On a des dirigeants qui naturellement, doivent répondre à leurs fonctions et il y a, c'est pas très clair, une salle, un bâtiment où il y Mmh. a le centre de contrôle et donc pour moi cela c'est réaliste dans le sens qu'il faut le cumul de tout cela Oui. pour mener une mission spatiale et pas seulement quelques astronautes et puis, Tout à fait. quelqu'un qui sauve la mise, qui sauve la mise, au sol. Mmh. Bien entendu, les opérations, dans l'espace sont pas du tout réalistes, mais ça apporte, du comique, à l'œuvre. Tout à fait, ce qui est je trouve un peu le but de l'œuvre, in fine. Juste. Si on retourne un tout petit peu sur Star Wars, vraiment pour aller dans les extrêmes cette fois, on va pas forcément parler des combats entre vaisseaux, mais alors carrément de l'étoile de la mort. Donc alors on a fait avoir la capacité de faire exploser une planète, alors on est vraiment très, très, très loin dans la science-fiction, mais je me dis, imaginons quelqu'un, au début des années 1900, heu, ou dans les guerres même franco-prussiennes un peu avant, si on nous disait: «Voilà, dans un demi-siècle, certains États auront la capacité avec une bombe de rayer une ville de la carte». Eh bien, ça aurait été peut-être difficile à croire, mais au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire, ben, voilà, dans Star Wars, il y a qu'une seule étoile de la mort, mais peut-être que d'une fois que la technologie aurait été, volée par un autre camp, il y aurait eu plusieurs et donc il y aurait eu un équilibre de la terreur, au même titre qu'on aurait eu qu'on a eu cet équilibre de la terreur avec l'arme nucléaire. En termes, on va dire de nouveau d'application et de conséquences humaines, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est une question très intéressante et en fait, premièrement dans le Star Wars, on voit, 2 types de combats spatiaux. Mmh mh. On a les combats entre vaisseaux qui finalement sont reproduits dans pas mal de films, Mmh. mais on voit aussi avec l'étoile de la mort, le lien entre la sphère d'opération spatiale et Mmh. le sol. Alors certes, Il y c'est a pas plus seul, voilà, la c'est il y a plus de sol, mais en fait, ça ouvre vraiment la porte à la réflexion. Mmh mh. À quoi ça sert de se battre dans l'espace? Mmh. Le but, c'est de pouvoir faire la cascade, Ouais. au l'inverse de ce qu'on a expliqué avant. Le spatial, va protéger l'espace aérien, Mmh. est utilisé. Le spatial
va protéger l'espace aérien qui lui-même pourra, fonction de nos doctrines, protéger, l'espace maritime et l'espace maritime va appuyer, défendre, l'espace terrestre. Et donc en fait, on voit la position, politique Mmh mh. du combat, heu, spatial avec en fait la même chose dans notre histoire, dans notre histoire récente Mmh. où, jusqu'à quelques mois en arrière, je pense qu'on peut le dire, le spatial était vraiment vu comme un effet multiplicateur Mmh. des effets, existants. C'est grâce au spatial que notre artillerie sera plus rapide, plus efficace, plus précise. C'est grâce au spatial qu'on va pouvoir, étendre les communications de nos forces aériennes Mmh. et aller plus loin ou réagir plus rapidement et cetera et cetera. Et finalement, il se pose la question, oui, mais, cet espace, spatial, Mmh. heu, est-ce qu'il doit être lui-même défendu? Est-ce qu'il doit même anticiper une défense? Est-ce qu'on doit le barricader? Est-ce Mmh. qu'on doit le faire? Et effectivement, les réflexions actuelles sont de cet ordre-là, en disant: «On doit anticiper, en fait, un combat dans l'espace qui annihilerait nos capacités spatiales et Mmh que par mh. effet de cascade, se déclinerait, jusqu'au sol». Donc Faisons donc ainsi de l'espace une infrastructure critique. absolument, absolument et on le disait en ouverture avec, 2001 l'Odyssée de l'espace, la question de l'intelligence artificielle oui, est intrinsèquement liée avec le spatial, avec, les projets actuels qui sont de porter en fait cette capacité critique non Mmh. plus au sol où elle est vulnérable, Mmh. mais en orbite, voire en orbite de plus en plus haute, Mmh. pour justement avoir le terrain haut, le terrain clé qui se déplace peut-être du sol, vers l'orbite, ces derniers mois. Après sur la technique de la manière de détruire une planète, je vais laisser la créativité humaine, se débrouiller avec, cette question qui n'enchante guère, d'aborder. En effet, c'est l'imagination humaine a toujours, su trouver, des moyens créatifs pour, détruire des choses. Parlons peut-être maintenant un peu plus de The Expanse, une série télévisée donc que j'ai très envie de regarder puisque tu n'es pas le premier à m'en avoir parlé. Là, sans rajouter une couche, bah, c'était l'officier spécialiste Nicolas Vradis qui est déjà passé dans ce podcast, qui m'avait aussi recommandé la série et tout récemment, pour nos auditeurs qui aiment bien les jeux vidéo, il y a une bêta qui est sortie d'un jeu vidéo de The Expanse, qui reproduit d'ailleurs des combats en zéro gravité, alors avec, des vraiment du viralisme, les choses qui flottent et cetera un peu partout là et donc ils ont des combinaisons, si je me permets la parenthèse, avec des j'imagine des semelles magnétiques pour courir le long des structures métalliques et il faut des petits pas comme ça, des petits pas sautés et je me dis: «Quand même c'est réaliste», le côté Heu, appréhension, du problème et appréciation de la situation n'est pas trop, puisqu'à pas de traviole, on décolle et on est perdu dans l'espace. Mais voilà, c'est bref, en tout cas, la bêta a l'air superbe et voilà pour la petite parenthèse jeux vidéo. Alors pour le déplacement, humain, je peux parler de 2 anecdotes de la vie réelle. Mmh mh. 1°, dans les premières expériences que les êtres humains ont fait sur la Lune, Mmh. concernant eux-mêmes, il y avait une question de comment est-ce qu'on se déplace? Ouais. Et donc ils avaient, entre guillemets «des chorégraphies», différents pas de danse à Mmh. exécuter, mais finalement c'est la technique du kangourou, si je me souviens bien, qui a été prise, donc celle qu'on connaît dans les images, Oui. où ils gardent les pieds joints et ils font des C'est qui sauts en étant, penchés sur l'avant. Au niveau de la technique, naturellement, vu qu'il y a pas le poids de Mmh. l'être humain, il y a pas l'adhérence Oui. et Ouais. donc d'avoir l'alternance d'un pied sur l'autre, Pas n'est pas optimal. vraiment possible et C'est vrai ce qui fait qu'on cette différence. voit des vidéos où ils stôlent les astronautes sur la Lune. Parce qu'évidemment alors ils essaient de le décrire oralement, mais évidemment ils l'ont vécu et c'est extrêmement difficile à s'imaginer. J'ai beaucoup de peine, mais en fait le fait de pas avoir de pas avoir la gravité qui nous tire avec autant de force vers le bas, ça fait que notre moment d'inertie, a une beaucoup plus grande importance et donc déjà qu'il est difficile de le mettre en mouvement, qu'on est beaucoup plus sujet, j'imagine à des rotations non désirées, si on pousse pas bien dans la bonne direction avec notre jambe, alors qu'on ne paye pas cher ce prix sur terre, mais que surtout une fois que c'est parti, c'est parti.
et que et qu'on ne peut pas se rattraper comme on se rattrape sur terre puisqu'on est toujours plus ou moins appuyé au sol et donc on les voit vraiment, se dépatouiller tant bien que mal et d'une fois qu'ils sont en train de tomber, et qu'ils sont sur les genoux, il y a plus rien qui va et donc c'est très curieux, mais disons que c'est un problème qui concrètement, voilà, c'est juste un changement de gravité, hein, il y a rien d'autre et on n'est pas habitué, heu, à ça. Morphologiquement, on n'est pas adapté. Ouais, on n'est pas adapté, hein. On n'est pas adapté et en fait, c'est un des enjeux, intéressants des développements des scaphandres. On avait, en particulier, dans les missions Apollo, enfin, des astronautes qui ont laissé tomber des objets. Oui, Ils devaient récupérer quelque chose au sol de se pencher. et de se pencher, de se Mmh. relever était particulièrement, compliqué. Mmh mh. Compliqué, voire dangereux, vu que des fois ça passait par un appui sur le dos, sur Ouais, les systèmes vitaux. Effectivement, c'est c'est pas idéal. complexe. Si on retourne Oui. finalement aux combats spatiaux, on a Mmh. parlé des êtres humains, on a évoqué déjà les vaisseaux spatiaux, Mmh. on a parlé des questions de temporalité et de et de vaisseaux spatiaux qui se comportent Oui, comme des des avions de la avions, 2e guerre mondiale. exactement. Finalement, ce qu'on voit, aujourd'hui, Mmh mh. donc dans les interactions, dans les escarmouches, en orbite, Mmh. c'est des choses qui sont, encore une fois, qui sont lentes, qui prennent le Oui, temps oui, une des grande orbites temporalité. et qui sont lentes, qui sont distantes Mmh mh. et comme on l'a vu, tout est fragile, donc il y a Oui, besoin d'une grande explosion c'est ça. pour être une menace et c'est plutôt des questions de dizaines d'heures, de jours Oui. où les vaisseaux vont se Il y rapprocher. a toute cette question de phasage entre les orbites, qui prend dans Ils vont prendre des distances proches de mmh mh. l'ordre de 200 kilomètres Mmh et mh. on et hem et naturellement, c'est quelque chose Mmh. qui va être très difficile à restituer, Ouais, c'est en clair. film, mais finalement, on est peut-être plus proche de combats, navals, modernes Oui. Mmh. où les bateaux se battent à des très, très grandes Ouais, ouais, ouais. distances, où les positions ne sont pas cachées, on ne peut pas cacher la présence ou le Tout à fait. déplacement. On peut on peut éventuellement, préserver l'information d'un changement de cap pendant quelque temps, mais il va être su. Donc c'est cette question de distance, Mmh mh. de temporalité et au lieu d'avoir des des munitions laser ou je ne sais quoi qui volent, dans tous les sens à quelques dizaines de mètres, Mmh mh. contact, c'est des choses qui vont prendre des jours Oui, et ouais. des vaisseaux qui vont se positionner par rapport aux autres, heu, avec plein d'idées de comment perturber, un autre engin sans Sans détruire. dégrader les orbites pour soi-même, en même temps. Il y a eu certains tests dans le passé finalement d'explosions à proximité pour grêler, pour abîmer les autres vaisseaux. Parlons enfin, c'est le passé. Aujourd'hui, j'en suis certain, il y a des tas d'idées, de tous les côtés. Heureusement, les effecteurs, n'ont pas été mis, en œuvre de manière évidente Mmh mh. à l'heure actuelle. Pour le moment, pourvu que ça dure. Donc voilà au niveau des conflits, surtout vraiment pour faire, tomber un peu le rideau de ces combats spatiaux très dynamiques qu'on a l'habitude de voir. Si on revient, j'avais abordé tout à l'heure The Expanse. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est peut-être plus le côté, économie, civilisation. Donc dis-moi si je me trompe, mais The Expanse, c'est bien la série où, tu l'as dit tout à l'heure, l'humanité s'est étendue dans le système solaire et puis il y a, notamment les terriens qui sont, bah, évidemment ceux qui vivent sur Terre et les ceinturiens, qui sont ceux qui vivent dans la ceinture d'astéroïdes. Et si je me trompe pas de nouveau, ce qui a l'air très intéressant dans cette œuvre, c'est que en fait, les ceinturiens c'est les classes les plus précaires et rester sur Terre, c'est un luxe. En gros, dans la ceinture, on va miner des astéroïdes et donc on envoie les gens, qui sont dans les classes sociales les plus faibles, miner les astéroïdes, un métier très dangereux et cetera, au profit de ceux qui sont sur les planètes et qui se mettent bien, disons. Et donc voilà, c'est tout ce que je sais un peu sur cet univers, mais en tout cas, je trouve ça Et très intéressant et effectivement, dans cette œuvre, les astronautes, c'est les pauvres. c'est ça, ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais un peu au même titre qu'en fait l'exploration à l'époque des colons, ah bah, c'était vraiment des gens riches et tout, qui avaient envie d'explorer le monde et qui avaient les moyens de monter des expéditions et après, plus tard, les Amériques, c'est devenu une terre d'exil pour les classes les plus pauvres,
d'Europe, une terre d'opportunités et en fait, c'est un peu ça qui est transposé à l'espace au final. Une fois que l'accès se démocratise et bien, les métiers dangereux, on y envoie les personnes les plus pauvres qui n'ont pas le choix que d'accepter ces conditions, ce qui est dramatique et socialement, problématique, heu, mais qui néanmoins est une question en fait complètement ouverte, surtout quand on se pose la question de l'exploitation minière de ces ressources dans l'espace. Donc toi qui as vu ce show, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? J'aurais été intéressé par voir peut-être ton avis sur le côté plus sociétal de l'exploration spatiale. Est-ce que ce genre d'application, notamment ce qui est très débattu aujourd'hui par rapport au je sais que le centre spatial de l'EPFL se pose beaucoup la question de la durabilité dans l'espace, que ce soit, évidemment pour le maintien d'orbite avec peu de débris, mais aussi pour le futur de l'économie spatiale avec l'exploitation de ressources minières dans l'espace. C'est une question, très large, je trouve. Oui, Très, très c'est conceptuel, hein, on va un très peu loin là. intéressante. On se trouve nous-mêmes dans la science-fiction un petit peu, mais Alors, bon, finalement, c'est une recette de la science-fiction, de prendre un cadre réaliste, mais aujourd'hui, inaccessible et de transposer, nos problématiques actuelles, dans celle-ci. Donc c'est pas tout à fait, un hasard. On a parlé avant finalement, de la responsabilité d'une génération par rapport, à une autre au niveau des débris spatiaux. ouais. Donc on retrouve ces aspects-là. Hem, dans notre histoire récente, il y a ce qu'on appelle le new space Oui. et en fait, on voit une démocratisation finalement de l'accès, à l'espace. S'il y a quelques décennies en arrière, il fallait être une superpuissance Oui. pour avoir un programme spatial, pour avoir quelques satellites de manière cohérente, une Mmh. constellation, en orbite. Aujourd'hui, c'est possible quand on est une start-up. Ouais, Et ouais. il y a plusieurs aspects dans cette transition. Naturellement, il y a une question d'économie, mais une question matérielle. Simplement avant, il n'existait pas de fournisseurs de petits moteurs, de moteurs à bas bruit. Idéalement, enfin, également pour tous les différents sous-systèmes, d'un satellite. Il y a des questions politiques, des questions légales. Si avant on parlait d'un opérateur spatial comme un Mmh. acteur étatique, maintenant, ben, c'est des acteurs privés Ouais. avec un changement des responsabilités où, ça reste les États qui sont responsables Mmh. des, heu, des satellites qui sont lancés, de leur pays. Mais au lieu d'être un acteur sous contrôle, c'est, encore une fois une start-up, une entreprise qui peut, faire faillite et qui Oui, d'un il y coup, a il y a un truc dans l'espace là qui est, retourne dans qu'est-ce qu'on en l'histoire. fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc on a vraiment un changement Mmh. changement du cadre. Il y a finalement une question, sociétale où, Mmh. si l'espace était réservé à une élite et puis d'un point de vue suisse aux autres, aujourd'hui, c'est clairement compris que ce n'est plus le cas. Mmh. Ça reste non plus pas, ça reste pas non plus la possibilité de tout le monde d'aller en orbite, on est bien d'accord, heu, mais en fait, on est déjà dans cette transition. Je pense aussi, si on regarde, l'exploration du système solaire, en particulier la possibilité d'aller sur Mars. Mmh. Il y a quelques années, on a évoqué la possibilité d'avoir un voyage sans retour, donc Oui, une c'est vrai. colonisation en aller simple, qui a créé pas mal d'émotions. C'est vrai. Hem Mais beaucoup de volonté, hein? et beaucoup de volontaires et en fait, ça ne m'a pas particulièrement choqué si on Mmh. regarde dans l'histoire, tu l'as évoqué avant, le fait d'aller sur une coquille de noix, traverser l'Atlantique Ouais, hein, sans possibilité de retour, fallait avoir une paire, hein. Ça c'est et de coloniser, pour moi, c'est la même problématique ouais. avec naturellement un environnement quelque peu différent et d'autres, avec naturellement plus de technologie aujourd'hui, mais un environnement qui est Mais bon, un autrement risque au plus, final, parce que oui, c'est ça de traverser l'Atlantique, sur un bateau en bois à voile, être, sujet aux intempéries, hein. Il y avait pas les satellites météo à l'époque et encore moins les après beacons GNSS.
c'était un risque pour sa vie. Déjà, il fallait voyager 3 semaines, rester là-bas des mois, des années. En fait, on quittait sa famille et puis, bah, quand on pense quand même, on peut se dire, voilà, c'était plutôt des personnes aisées qui avaient les moyens de monter ces expéditions. Mais dites-vous qu'une personne aisée, en faisant ça, remet tout sur la table. Je peux tout perdre. Si je suis aisé et que je pars comme ça, je peux crever. Je laisse ma famille toute seule dans la mouise. Enfin, c'est quand même, c'est un sacré pari et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se pose plus beaucoup aujourd'hui puisque, eh bien, cette nouvelle frontière de l'exploration, c'est l'espace. Quand bien même, si on prend le pôle sud, c'est reste extrêmement dangereux comme environnement, ou les profondeurs, océaniques et puis qu'une traversée d'un océan in fine n'est jamais banale quand bien même ça se fait tous les jours par un grand nombre de vaisseaux. Mais ce côté exploration nouvelle, aller sans retour, maintenant c'est un peu Mars de nos jours et on a peut-être plus l'habitude de se dire: «Bon, il y a des gens qui sont prêts à tout lâcher, ouais, moi j'y veux y aller» et c'est peut-être pour ça que ça a choqué l'opinion alors que, bah, il y a quelques siècles, hein, c'était normal. C'était des populations, de chez nous, Oui. qui avaient de la peine à survivre dans le pays des femmes aisées qu'était la Suisse, à l'époque. Ouais, ne l'oublions pas, la Suisse était un pays pauvre et beaucoup de paysans suisses sont partis s'établir en Amérique du Sud du reste, puisqu'ils n'arrivaient pas à faire tourner leur petite ferme, ici en Suisse et c'est avec la révolution industrielle et puis l'ingénierie, l'horlogerie, et plus tard le tourisme que la Suisse est quand même devenue, beaucoup plus, prospère. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que Hem, tu as un mot de la fin, un ultime commentaire à faire? J'aimerais encore peut-être 2 coups de cœur. Je Heu, enfin nous t'écoutons tous. le travail en fait d'un militaire Mmh. du spatial, malgré tout, se détache pas mal de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Oui, tout à Heu, fait. la raison est très simple, dans un film, dans une œuvre, bon, on veut que les gens, explorent. C'est pas des personnes qui soient au contact du spatial et donc on parle principalement, voire exclusivement, d'exploration, humaine. Mmh. Dans la réalité des forces armées actuelles, Mmh. il y a pas beaucoup, si ce n'est aucun Ouais. humain militaire pour une mission militaire Mmh. en orbite, dans l'espace. Ça risque d'arriver, mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup de satellites. Des satellites qu'on peut comprendre comme des robots, Oui, oui, oui. comme des drones en orbite et donc la réalité, Mmh. c'est pas tant, les scaphandres, les systèmes de survie, Mmh. mais beaucoup plus proche de centres de serveurs, des centres de contrôle à distance de robots et il y a un film, je ne sais plus s'il parle même de satellites ou seulement de drones, qui s'appelle Eye in the Sky, un film, britannique, assez récent, qui finalement expose en 1er lieu le travail d'une équipe d'officiers Ouais. Mmh. qui doivent en fait mener une opération où il y a des terroristes. Ils doivent décider ou Mmh. non d'opérer, d'aller frapper et donc sauver des vies, dans le futur, ouais, mais avec tout plein de compromis à faire et des C'est celle avec le drone, avec, en les, particulier il y a un drone ouais, ouais, en dessus ouais, ouais, je crois que et je l'ai vu aussi. et finalement que ça soit un drone ou un Ouais, satellite, tout à ça fait. ne change pas énormément le travail Mmh. de l'officier qui doit prendre, une responsabilité et donc ça permet d'avoir, une relativement bonne Ouais, représentation du travail ouais, ouais. du soldat de l'espace, en 2026. En effet, puisque le satellite ou le drone est un capteur dans une boucle de targeting qui est la même est à la fin et à la fin, du moins pour l'instant, il y a encore un humain dans la boucle qui doit dire si oui ou non la cible désignée par le système doit être frappée et donc des vies humaines, arrêtées. Et mon dernier message sera peut-être, pour, le journal d'il y a, 25 ans en arrière. En 2001, la série, 24 heures chrono, est Mmh. sortie. Série qui à l'époque avait fait pas mal de bruit, assez intéressante et le journal de l'époque avait donc, vu, cette débauche de technologie qu'ils avaient, la possibilité de zoomer de manière plus ou moins infinie sur n'importe quelle photo,
la possibilité d'être en contact, par le son, n'importe quand. Les Mmh. téléphones mobiles, on les avait déjà, Mmh. mais par vidéo aussi. Ouais, ouais. Et donc je m'étais dit: «Mais à quoi bon avoir, la vidéo? À quoi ça va servir? C'est réaliste, ces écrans dans les voitures, ça sert à rien. La livraison quasi instantanée d'images Mmh. satellitaires, sur les écrans des différentes personnes, ça n'a aucun sens et Mmh. ça n'arrivera jamais». Et ben, 25 ans plus tard, non, c'est les choses qu'on est en train de mettre en place, Oui, des les choses Ukrainiens qui développent ce genre de système pour avoir le produit satellitaire, sur un téléphone, vraiment là, sur le chest rig, là, des soldats, là, sur le front, à l'échelon tactique absolument, absolument, c'est les et de manière quasi instantanée. c'est les applications qui sont développées, actuellement. Le fait d'avoir des écrans sur les personnes n'étonne plus personne. Le fait d'avoir de l'information Mmh. instantanée venue des orbites n'est pas encore si simple et C'est pas encore si simple, non. c'est pas encore si simple, mais c'est admis que c'est une étape, Disons que le fait prochaine. qu'un État en guerre s'y intéresse, c'est qu'ils y voient sans doute, la plus-value dans leurs opérations, et donc que ce sont qu'il y a un intérêt pour faire ça. Il y a quand même encore, politiquement dans les pays qui sont pas en guerre, un peu de réticence à ce genre de choses. On se dit toujours la même chose, mais quel est le sens, quel est l'intérêt? Eh bien, bah, il y en a un qui est assez clair, hein, c'est que le renseignement, c'est le nerf de la guerre et que la boucle, de décision va de plus en plus vite et se disperse de plus en plus bas dans les échelons hiérarchiques. Absolument. Magnifique. Ouais, bah, merci pour tes 2 coups de cœur. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir, discuter des œuvres de science-fiction et de mettre ça, en comparaison avec non seulement le réel, la physique, mais aussi les applications, aussi les défis militaires et humains, que nous connaissons. Et j'espère que nos éditeurs ont apprécié cette discussion, qu'ils y ont trouvé non seulement du plaisir, mais aussi qu'ils y ont été instruits, qu'ils ont maintenant une nouvelle liste de films à voir et qu'ils pourront les regarder en se disant: «Ah voilà, je comprends pourquoi physiquement ça ne joue pas», tout en appréciant la beauté de la chose et l'intensité du drama. Merci Jean-Noël Merci Jonathan. et on vous souhaite à tous une excellente semaine. À bientôt.